Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet en collaboration avec Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center. Aujourd'hui et ce soir en particulier, nous sommes dans les bureaux de Transforma, dans notre studio. Et j'ai la joie, le grand plaisir de retrouver un véritable ami d'abord et avant tout, à mon micro, qui m'a fait l'honneur de revenir, parce qu'il a déjà participé à un podcast donc, pour nous parler d'une réorientation professionnelle et je vous assure, c'est pas des moindres. Alors bonjour Neil, Salut Michel. Neil Barzinski. Oui, Et vous allez trouver la première interview de Neil en dessous de l'épisode et vous pourrez écouter donc son parcours parce qu'en fait Neil, d'abord tu étais traiteur. effectivement, je dirais ici à l'aube de mes 50 ans, j'accuse, on va dire 30 ans de restauration, 25 ans d'événementiel, dont 20 ans comme patron, à la tête de la cerise sur le gâteau, donc le service traiteur en question. Et c'est vrai que maintenant j'ai décidé de tourner la page pour m'orienter vers d'autres projets, ayant, je dirais un peu moins d'enthousiasme, on va dire, pour le traiteur. Ça fait longtemps que je fais ça, et puis c'est vrai qu'après plus de 20 ans, je me dis, ben tiens, j'ai envie d'essayer d'autres choses, et c'est comme ça que j'ai décidé de me réorienter vers la photographie, en fait. Voilà, qui est une autre de tes passions. C'était une passion que je pratiquais déjà beaucoup, en fait, dans le cadre du traiteur. Ne fût-ce que pour pouvoir montrer ce que je faisais à mes clients, j'ai commencé à shooter et puis de plus en plus, je me suis investi dans cette activité. En fait, l'idée, c'est qu'on visualise beaucoup plus avec une photo qu'avec de longues explications. C'est pour faire un parallèle un peu trivial avec le restaurant chinois. Ça dit qu'en général, on voit les photos parce que les noms, de toute façon, on les comprend pas et il y a un numéro à côté, donc c'est comme ça qu'on choisit. C'est sur cette base-là, en fait, que j'ai commencé à faire des photos, notamment aussi parce que tous les photographes professionnels qui travaillaient avec nous sur les événements, c'était très difficile d'avoir des photos et puis c'était souvent orienté visage des invités et j'avais pas assez de photos de nourriture. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé par me spécialiser là-dedans. On précise, pardon de t'interrompre, que tu n'étais pas un traiteur chinois. Non, du tout, du tout, non, 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 on faisait cuisine du monde, mais là-bas c'était une cuisine française, effectivement. Donc, comme expliqué dans le dernier podcast qu'on avait fait ensemble à l'époque, je dirais, c'est vraiment cuisine du monde, mais je dirais avec une base française. Et donc, c'est vrai qu'on a fait ça pendant 20 ans. Si je te comprends bien, au départ, tu l'as fait pour des besoins du traiteur. Tout à fait. C'était pour des besoins du traiteur parce qu'effectivement, quitte à me répéter un petit peu, pour pouvoir montrer à mes clients ce que je faisais et Voilà. ce à quoi ça ressemblait, notamment en termes de décoration et autres, parce qu'on peut toujours expliquer comment on cuisine un plat, ça donne une certaine idée, mais comment il va être présenté et aider les gens en fait à visualiser plus facilement. Mais la photo, c'est 2 clics et puis on se fait tout de suite une idée. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus présentatif et on gagne énormément de temps. Donc c'était aussi dans un souci d'efficacité, puisque j'ai tendance à être quelqu'un d'assez efficace, on va dire ça comme Ouais, ça. clairement. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis c'est vrai que petit à petit, mes clients, voyant les photos, me disant: «Tiens, elles sont bien, est-ce qu'on pourrait les avoir aussi?» et cetera. «Et est-ce que tu serais d'accord de ne pas faire que des photos de nourriture, mais aussi des photos de nos invités, des Ah, on photos revient au globales?» professionnel là. Et là, on revient effectivement en professionnel, mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Je n'ai pas dit que c'est du hasard, mais je dirais, les choses sont venues relativement naturellement, finalement. Parce que c'est vrai que, en me demandant de faire des visages, moi, j'aimais pas travailler au flash parce que je trouvais que ça donnait des vilaines couleurs, donc je faisais beaucoup au naturel. Un petit peu, de nouveau, on peut faire le parallèle avec le traiteur, mais je fonctionne en photographie exactement de la même manière. Je fais ce qu'on me demande. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Mais le but premier, c'est de satisfaire, en fait, la demande du client, on va dire tout simplement. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, quand on me demande de faire, certains types de photos, je cite un exemple, je viens de shooter pour Sotheby's mercredi passé. Ils m'ont dit: «Voilà, on a besoin une partie des photos des œuvres, mais mises en scène avec des gens qui les regardent, donc pour que ce soit un petit peu vivant, parce que les œuvres, ils les ont déjà dans un catalogue, donc c'est pas nécessaire de faire double emploi. D'avoir des photos globales d'ambiance, très peu de visages pour pas avoir le problème de droit à l'image et d'avoir en fait, de raconter une histoire». C'est ça qui est important. Ce qui s'est passé, où, avec qui, pourquoi et comment. Ah, c'est un peu le thème, le fil conducteur de nos podcasts d'ailleurs. Hein. Mais clairement, je dirais, mais je pense que toute activité professionnelle Doit s'orienter sur ça. devrait se structurer de la sorte en tout cas. Parce Mhm. qu'effectivement, tout fonctionne de cette manière-là. On doit savoir, je dirais, quelle est l'origine, vers où on va et comment ça a été fait, par qui et dans quel but. Ça permet de cadrer le sujet, oui. Clairement, et de faciliter, comme ça on évite, je dirais, de partir dans toutes les directions et puis d'avoir finalement un produit qui n'est pas adapté ou qui n'est pas concis et cohérent. Et que ce soit du traiteur événementiel, que ce soit du podcast ou que ce soit de la photo, le principe, à mon sens, reste le même, effectivement. Oui. Dans le premier podcast, on entendait que tu étais pour le traiteur assez autodidacte au final. Oui, j'ai appris sur Parce le que tu tas, as hein. fait une autre formation. On comprendra que réorienter sa vie professionnelle, bah, ça fait pas trop peur parce que comme tout autodidacte, tu sais que tu peux apprendre et tu sais que tu peux évoluer. Tu en as fait l'expérience, donc c'est déjà un bon positif qui te réconforte. Ici, ce qui va changer un peu la donne par rapport à la
première partie de ton apprentissage autodidacte, c'est qu'il y a 2 choses. Un, l'âge, Oui aussi, mais c'est parce pas que la tu as mentionné directement: «Oui, mais j'approche de la cinquantaine» mais et effectivement, je est-ce me que ça a disais joué un vrai non, rôle? D'accord. clairement non. En fait, ce qui a joué, on va dire le déclencheur principal, c'est vraiment le fait d'avoir fait un peu le tour de la question en termes de restauration d'événementiel. Zone de confort atteinte, on change. Oui, oui, clairement, on était en roue libre, en fait et donc j'avais plus vraiment de challenge. Enfin si, on peut toujours se battre, et cetera, mais voilà, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin d'endorphine après l'effort, j'ai besoin de toutes ces choses-là et donc c'est vrai que le traiteur, on a fait du très, très gros, on a fait du très prestigieux, on a fait des choses fabuleuses, j'ai rencontré des gens géniaux et j'ai énormément de plaisir à le faire, notamment à travers les équipes que j'avais aussi. Tous les collaborateurs, que ce soit agence d'événements, DJ, photographes, maquilleuses, magiciens et consorts. Donc tout ça, c'était une expérience absolument fabuleuse. Mais c'est vrai qu'après 20 ans, je me dis: «Tiens, j'ai envie d'autre chose» et c'est vrai que la photo étant un hobby, puisque en dehors de l'événement, je shoote aussi, en privé, je fais de l'animalier, je fais de la photo sportive, des choses comme ça. Je me suis dit: «Mais tiens, finalement, avec les demandes que j'ai déjà de base par rapport aux clients qui me relançaient par rapport à ça», je me suis dit: «Mais tiens, autant, voilà, continuer dans cette direction-là, taper sur le clou». Et hop, j'ai trouvé ma 2e voie. Clairement et c'est vrai que la photo m'attirant beaucoup et le traiteur, ayant fait un peu le tour, ben, voilà, je me dis: «Tiens, c'est l'aube de mes 50 ans, ben, ça me permet de tourner une page et puis de passer à autre chose». 2e aspect, Hein, après l'âge, je te connais, hein, tu es un perfectionniste et donc hein. forcément tu vas vouloir atteindre l'excellence dès le départ et le plus vite On possible. va essayer en tout cas. Justement, c'est aussi un challenge, c'est de se dire: «Tiens, je fais du photographe en amateur, je suis passionné, mais jusqu'où va ma passion par rapport à la limite du professionnel?» Est-ce que tu as su directement identifier ton niveau par rapport au vrai pro, Oui, diplômé, qui a fait des années et cetera, qui a son métier en main, qui est un véritable artiste et qui est créatif et cetera? Et toi qui le fais au rythme d'une passion, et qui dit passion dit forcément moins d'heures parce qu'on n'y passe peut-être pas autant très d'heures qu'un clairement, boulot. très clairement. Est-ce que la question s'est posée? Alors la question s'est pas posée, par contre j'ai fait le constat. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait pour pouvoir me situer d'un point de vue simplement professionnel et notamment financier. Voir ce quelle était la valeur potentielle des photos, du travail que je faisais. Et c'est vrai que en événementiel, il y a énormément de photographes qui font des choses, en fait, pas terribles. Honnêtement, c'est Il y beaucoup a de... beaucoup d'amateurs aussi. Oui, mais non, non, c'est des gens qui sont considérés comme professionnels, hein, mais je dirais qui ont peut-être des capacités techniques du fait de leurs études ou autres, bien que les études de photo, honnêtement, je suis franchement sceptique par rapport à ce que ça peut apporter. J'ai un ami qui a fait la Cambre et qui m'expliquait très clairement que finalement, lui donne des cours de cadrage maintenant, mais qu'avec l'électronique, on peut tellement retoucher de choses, etc., que même si la photo n'est pas extraordinaire, pourvu qu'elle soit cadrée correctement au départ et qu'on ait saisi le bon moment, c'est surtout ça qui importe. Et c'est vrai que beaucoup de photographes ne saisissent pas le bon moment ou ne comprennent pas ce que le commanditaire des photos veut. Je donne un exemple tout à fait concret. J'ai fait des photos donc pour des chevaux, donc des pur sang à rein pour le rat de Croissat, pour ne pas le citer. Je discutais avec la responsable de l'élevage et elle me disait voilà, on avait fait appel à un photographe très connu, très réputé, qui a shooté pour Paradisa, Ewa, enfin le monde sauvage d'Ewa, etc. Et donc, il a fait des très belles photos, artistiques, on va dire, mais qui sont tout à fait inutilisables dans le cadre d'une vente d'un pur sang arabe, parce qu'il y a des critères bien précis à respecter. Et donc, suite au premier shooting que j'ai fait avec elle, elle a dit, enfin, on a fait la post-production ensemble, donc c'est-à-dire le tri des photos et puis de voir lesquelles étaient bonnes ou pas et pour quelles raisons elles étaient. Et de ce fait-là, j'ai appris énormément de choses et on a constaté tous les 2 que ce que j'avais shooté correspondait à ce dont elle avait besoin. Parce qu'en fait, tu l'as écouté, tu as pris la Voilà, température des besoins. Tu as écouté ton client, tu as d'abord écouté ce qu'elle veut. voilà, C'est exactement, ça le secret, c'est comme le traiteur, hein. exactement, Si c'est tu la fais même un plat mais que chose. tu écoutes pas ce qu'aiment tes clients, Mais tu vas pas voilà les aussi, satisfaire, quoi. mais tout à fait et puis je dirais, il y a toute une mise en scène pour la nourriture et ben, pour les photos, c'est exactement la même En fait, il y a chose. des similitudes entre l'ORECA, hein, le service au client dans l'ORECA et le service client en photographie. Mais je pense que le service, de manière générale, doit être orienté vers les besoins de la personne qui te demande quelque chose. Je veux C'est dire, c'est du bon sens, c'est la logique, mais beaucoup l'oublient. mais c'est ça et puis souvent, beaucoup de gens j'ai pas mal de défauts, mais je ne pense pas être, orgueilleux ou, enfin trop imbu et sûr de mon bon droit. C'est-à-dire que je suis là, je suis un faire-valoir, je suis pas une star et donc comme en traiteur, mon but, c'est de mettre en valeur la personne qui va me commander l'événement. En photo, c'est la même chose. Je mets en valeur ce que la personne m'a demandé ou la personne elle-même, puis, si c'était le sujet et donc je fonctionne exactement de la même manière. De nouveau, pour faire le parallèle en traiteur, je voulais qu'on reconnaisse la nourriture, que ce soit pas compliqué avec des noms, tarabiscotés qui font très scientifique ou très Goemio ou très, guide Michelin, mais finalement personne ne comprend rien et on ne sait pas ce qu'il y a dans l'assiette. Quand on parle d'ambroisie, de ci, de là, et cetera et autres, enfin ça fait très joli, mais voilà, c'est pas très explicite et en photo, je fonctionne de la même manière.
J'essaie de prendre les photos les meilleures possibles avec les meilleurs moments pour avoir le moindre touche après. Parce que c'est vrai que C'est un temps épargné aussi. c'est un temps épargné. On voit beaucoup de gens, par exemple, sur les réseaux sociaux qui disent: «Ah mais oui, voilà, j'ai fait telle photo et donc c'est un bracketing de temps de photos avec diverses expositions et cetera». Mais j'ai dit: «Tu pas envie de prendre une photo bonne directement, ça ira plus vite, hein». Ça c'est enfin voilà, on retouche un peu la lumière, Un les peu comme couleurs, les le podcasts. cadrage, On mais prend le son correctement, on a moins de travail après. mais C'est le même parallèle. c'est identique. En fait, on fait à partir du moment où on fait du service, c'est vraiment ça, être à l'écoute et puis essayer d'être efficace dans l'information qu'on prend ou bien qu'on transmet et que ce soit structuré pour aller oui, pour être, oui, c'est efficiency, c'est vraiment ça. Où tu le fais? Tu le fais dans toute la Belgique aussi, un peu comme les traiteurs, ou tu préfères une Exactement. zone? Non, non, je dirais en fait, ici, je shoote aussi bien dans les Ardennes du côté de Bastogne Qu'en Flandre, parce que tu qu'en parles Flandre. flamand? Effectivement, inderdaad. Voilà, Enfin, c'est du fait de mes études à Anvers, ça voilà. ça ça aide évidemment. Mais c'est vrai que, par exemple, pour ne citer que le championnat de Belgique des pur sang arabes qui se passait à Lier, près d'Anvers, justement, je me déplace avec plaisir, c'est ça que j'aime là-dedans. Je suis pas a priori un photographe de studio. Ce que j'aime, c'est d'être sur le terrain, de bouger, de prendre, des clichés de choses, enfin, vivantes qui bougent. C'est pour ça, je dirais ici maintenant, je fais dans l'animalier, je fais dans l'événementiel, mais c'est vrai que j'ai d'autres projets en sport extrême comme la moto, le ski en Ah oui, on va pente-raide, revenir vers la troisième passion, hein, le, quand le, même. le, le parapente, mais je dirais, mais tout est lié en fait. C'est toutes des Ouais. choses qui bougent et qui sont et qui nécessitent, on va dire, un peu de patience et un peu d'investissement personnel. Question trash. Oui. Question trash. On sait bien, un traiteur de prestige comme il était le tien, Mhm. c'est des gros clients, c'est des Oui, gros budgets, tout à fait, et donc on peut vivre confortablement. certes. Et puis tout d'un coup, on se dit, je me lance de la photo. Et dans la photo, on sait déjà son niveau, mais on ne sait pas si on va être au top. C'est sûr, Tu as certes un portefeuille de clients impressionnant et à mon avis, te servira dans la photo aussi. très Ça, c'est clairement. clair. J'ai envie de dire, ça pose quand même pas mal de questionnements, non? Tu en as un petit peu C'est du parlé. downshifting. En fait, j'ai très clairement visé un downshifting. Tous les indépendants ou chefs d'entreprise ou créateurs d'entreprise sauront exactement de quoi je parle, mais je dirais, faire des doubles plein temps, c'est normal. Ouais. Travailler 300 heures par mois, ça peut paraître beaucoup, mais finalement, si on fait 12 heures par jour, 6 jours semaine, ben voilà, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est vrai que un des points aussi qui m'a fait shifter vers la photographie, c'est le fait de pouvoir travailler seul. J'ai géré énormément d'équipes pendant longtemps et c'est vrai que la charge administrative que ça représente m'a éloigné de mon core business, De ta passion de même. ma passion, parce que ma passion au départ, c'est de faire à manger. Je dis, faire à manger, servir les gens. Je dis, C'est pas de moi, remplir des papiers. non, je dis de faire des dimonats, de s'occuper des contrôles fiscaux, des contrôles AFSCA, de ci, de là, etc. De faire des fiches pour tous les process, des fiches d'identification pour les allergènes et des choses comme ça. Enfin, je le fais très bien, c'est pas le problème, mais ça me saoule, je déteste ça. Le problème, c'est comme entrepreneur, on est obligé d'y passer et ça représentait 80% de mon boulot. Et donc, dans la balance, au final, après quelques années, c'est 80% de côté administratif où finalement je réglais des problèmes dont je n'étais pas à l'origine, ont commencé à devenir pesants, très clairement. La question donc, que je voulais te poser un peu, je la reformule autrement, c'était quoi les freins? Parce qu'il y a aussi pléthore de photographes sur le web, donc c'est des Ah, choses mais qui, j'avais aucun frein. voilà, t'avais rien pour te freiner, rien qui t'angoissait. Non, enfin forcément, on se pose toujours un peu des questions, mais je dirais, je pense qu'il faut une part d'inconscience quand on se lance dans une activité d'indépendant, quelle qu'elle soit. C'est vrai que si on fait le bilan de tout ce qui risque de ne pas aller, on se lancera jamais. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Un Moi, beau c'est pas mon message. cas. Mais c'est vrai que quand j'ai lancé le traiteur il y a 20 ans, tout le monde m'avait dit, mais il y a déjà 40 000 traiteurs sur le marché, c'est difficile, le marché est complet, le marché est bouché, etc. On me dit exactement la même chose pour la photo. Il faut savoir que j'ai 2 autres projets qui sont lancés en parallèle de la photographie, à savoir d'une part une culture de truffe. C'est vrai que voilà, c'est un projet que j'ai mûri depuis longtemps. J'ai travaillé en collaboration avec le centre de recherche agricole de la province de Luxembourg. Et donc si ça fonctionne, il y a à peu près 80-90% de chances que ça marche. On verra des photos de champignons. On verra des photos de truffes, De en fait, truffes, pardon, oui. effectivement. Donc on aura 2 sortes, hein, la Tuber melanosporum qui est la noire du Périgord, plus simplement, et la Tuber incinatum qui est la grise en fait de Bourgogne, qui pousse dans des endroits plus similaires on va dire à nos climats. Mais donc je dirais, voilà, ça c'est un projet qui risque de fonctionner, mais c'est vrai que a priori tout le monde m'a traité de dingue en disant on n'avait jamais vu ça ici, etc. Et on ne savait pas, etc. Bref, si j'avais écouté les gens, jamais je me serais lancé dans ce projet. Qu'est-ce qui fait la différence? La qualité, l'écoute des clients? Qu'est-ce qui peut encore faire la différence pour toi? Qu'est-ce qui va être la clé du succès pour toi, tu penses? Le contact. Le contact, le carnet d'adresse? Le contact, le carnet d'adresse, ça va aider dans un premier temps. Après, il faut que le produit suive, hein. Si ça ne suit pas, on peut se faire griller extrêmement vite. Donc ça, c'est toujours le danger. En fait, on pourrait dire c'est ma seule crainte.
c'est de ne pas être assez bon et de risquer de décevoir les gens qui m'ont fait confiance. C'est vraiment la seule chose. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, c'est plutôt le contraire. Donc, Ouais, j'en ai entendu les échos, oui. je suis franchement enthousiaste et moi-même surpris par l'ampleur et la vitesse à laquelle ça démarre. Depuis combien de temps? Ça nous amène à la question du temps. Depuis combien de temps tu as transité? Ça fait 3 semaines. 3 Enfin, allez, semaines. un mois. En fait, Oui, mais tu faisais de la photo depuis très longtemps avant déjà, oui, plus intensivement. Donc moi, ça m'a donné une vision que ça fait déjà quelques mois. ça Et en fait, fait. tu me fais découvrir que ça fait 3 semaines seulement? En fait, très clairement, j'ai arrêté officiellement le traiteur le 30 juillet 2019 en terminant Tomorrowland. Waouh! Voilà. Donc ça, c'était le dernier événement qu'on a fait. Et donc maintenant, tu ne fais plus que de la photo. Exactement. Tout à fait. C'est quoi la grosse difficulté pour celui qui commence une activité comme photographe, même s'il a l'expérience? C'est le comportement humain? C'est les attentes qui sont difficiles ou c'est les techniques? C'est un tout parce que techniquement, je dirais tout s'apprend. Moi, c'est que je fonctionne beaucoup avec des tutos sur YouTube, des choses comme ça. Ouais, mais tu peux pas deviner à l'avance les situations dans lesquelles tu vas te trouver. Non, après, il faut pouvoir. Enfin, si on prend la définition de la créativité, c'est quoi? C'est sur base de ce qu'on connaît et de ce qui nous entoure, de refaire une sorte de mélange, de le digérer et puis de le ressortir d'une manière spécifique et propre à soi-même. La photo, c'est exactement ça, mais je veux dire, c'est dans tous les domaines, hein. Je veux dire que ce soit à nouveau du podcast ou de la restauration, c'est le même truc. On peut aller manger dans différents restaurants et puis se dire, tiens, telle chose, je pourrais l'adapter de telle manière, à tel moment, dans telle situation, etc. Et donc, c'est un petit peu ce principe-là. Et la photo, c'est pareil. Je regarde beaucoup ce qui se fait autour de moi. Vous savez que je suis abonné à pas mal de groupes sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se fait, en fait, et comment les gens travaillent, ce qu'ils utilisent comme réglage et autres. Et donc, ça permet de se faire une idée. Et puis, il faut pratiquer. Il faut essayer, quitte à se planter, très clairement, puis de voir comment est-ce qu'on peut récupérer en post-prod, par exemple, certaines photos qu'on trouve surexposées, trop blanches, trop ci, trop là. Enfin, c'est toutes des choses comme ça. Il faut avouer que les logiciels, notamment sous Mac, enfin, je vais pas faire de placement de produit, mais qu'est-ce que ça fonctionne Canon, bien, quoi. c'est Ouais, c'est clairement. super On est impressionnant. deux convaincus là-dessus. Et c'est pas la peine d'aller acheter Photoshop, je dirais ici. Non. Sous Mac, il y a des trucs qui coûtent le quart du prix et qu'on paye une fois. Il n'y a pas d'abonnement annuel Ouais. pour les mises à jour et autres, donc ça marche vraiment bien. Mais je dirais de base, rien qu'en voyant ce que font les autres, que ce soit par exemple des photos de feux d'artifice ou des photos de voie lactée ou un animal qui court, une moto qui roule très vite ou des portraits en intérieur au flash, des choses comme ça, il y a des tas de choses qu'on peut aller voir sur les réseaux sociaux et sur le net de manière générale et qui donnent déjà beaucoup d'informations. Et donc, si on a, je dirais, Un peu de débrouillardise, un sans peu débrouillardise. débrouillardise, d'esprit critique, d'humilité par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont absolument magnifiques et on se dit, waouh, je suis encore loin du compte. Mais voilà, je veux dire, c'est en visant très haut qu'on tombe normalement pas trop bas. Et donc, voilà, je dirais, c'est vrai que je vise très très haut en espérant avoir la capacité d'arriver le plus loin possible, mais je ne me fixe pas d'objectif particulier en termes de résultats. Je me fixe simplement d'aller le plus loin possible. Après, on verra bien où j'arriverai. Est-ce qu'on peut dire dans cette activité que l'humain reste encore une fois aussi un des facteurs peut-être les plus difficiles à gérer dans la relation client, Très clairement. dans les exigences? Très clairement, mais je dirais de nouveau, quelqu'un qui est introverti, qui a du mal à discuter avec les gens, qui n'a pas beaucoup de présence ou d'aplomb, aura plus de mal, c'est évident. Ouais. Parce que, Il faut qu'il ait le talent qui compense méchamment. oui, et même pour moi, il risque de se faire bouffer. Je m'explique, enfin, tu as été confronté, je dirais, dans toutes tes activités aussi. On est parfois face à des gens qui ont des diplômes, une ancienneté, etc. Et donc, qui pensent avoir une légitimité dans un certain domaine grâce à leur diplôme ou ancienneté. Mais voilà, moi qui n'ai pas de diplôme ou quasiment aucun, je trouve que ce qui m'importe, c'est le résultat. Peu importe, je dirais, le background professionnel ou académique que peut avoir la personne. Pour moi, c'est pas ça qui importe. Je veux dire, on voit les photos, on voit la nourriture, on voit, pour toi en informatique, on voit les capacités et les résultats. Après, on se fiche complètement de savoir que le gars a étudié pendant 15 ans pour ça et que Ouais, ça fait clairement. 20 ans qu'il est dans le métier. Fondamentalement, on n'en a rien à faire. Voilà, ça c'est mon avis. Alors, Moi. Neil, dans 5 ans, tu t'imagines à quel stade dans ton métier actuel? Ah, j'ai plusieurs rêves, on va dire. Donc, ce serait de pouvoir shooter des pur-sang arabes à l'international, de partir au Qatar, en Arabie Saoudite, que sais-je. Je serais Je te le souhaite. très heureux et honoré de pouvoir le faire. Et un petit peu, pour citer David Guetta, qui remerciait le ciel de pouvoir justement passer de festival en festival, etc. Et que jamais il aurait imaginé ça. Et ben un peu comme lui, j'espère arriver au quart, du tiers, du dixième de ce qu'il a pu réaliser, mais dans mon domaine de photo, si je peux effectivement bouger par rapport à ça à l'international, ça ce serait vraiment très très chouette. Exposer en galerie, ça t'intéresse aussi? C'est quelque Éventuellement, chose? Ouais. éventuellement. Ça, c'est vrai que C'est pas le but ultime. ce n'est pas le but ultime, mais je dirais ça ferait partie du lot. C'est vrai que si j'ai suffisamment de clichés avec un thème qui se tient, je dirais pour de nouveau raconter une histoire, c'est quelque chose que je ferais volontiers. C'est vrai que le responsable de la banque de Grove Petercam à Wavre m'en avait déjà parlé en fait, en disant écoute, le jour où tu as des bonnes photos, on t'expose avec plaisir. Ah ben voilà. Donc La voie est toute tracée, je suis en plein dans le mille, quoi. Non, tout à fait, tu as visé juste, on me l'a déjà proposé, mais voilà, je dirais c'est... Moi, je connais ton travail.
travail aussi, je le vois, hein. Mais c'est vrai que je dirais, j'attends d'avoir peut-être quelque chose de plus cohérent. Disons, c'est vrai, comme ça fait tout de suite un mois que je ne fais plus que ça, j'ai encore trop peu à montrer. Comme je te l'expliquais, je dois encore faire ma page Facebook à ce jour. Mais les questions essentielles, c'est comment te contacter et où est-ce qu'on te trouve et est-ce que tu as un site où on peut déjà voir ce que tu fais? Alors, Parce au qu'on jour clôture tout d'aujourd'hui, non, doucement. c'est mon boulot de ce week-end. C'est ton boulot ce week-end. C'est mon boulot ce week-end, page Facebook. Et donc, quand le podcast sera vraiment online, je dirais, on repartagera effectivement le lien Bon, on verra le site à 2 alors, hein. avec tout ça. Mais effectivement, je dirais, on va faire un link avec l'ancien site du traiteur La Cerise sur le gâteau. Mais je dirais, de toute façon, ce sera Neil Baczynski, photographeur. Et avec ça, on retrouve et sur Facebook et sur Instagram. Parfait. Ça, Ouais, c'est je crois l'idée. que les gens pourront facilement te contacter. Ils peuvent te retrouver aussi sur LinkedIn déjà, Oui, avec un LinkedIn, tout à profil fait. personnel et un profil personnel sur Facebook. On peut aussi te contacter éventuellement en attendant la page. Très clairement, mais je dirais ça, c'est une affaire de quelques jours. C'est Donc vrai ce sera en que... ligne quand le podcast sera en ligne. Oui, très D'accord, clairement. tout simplement. Très clairement. Alors tu sais qu'on a un rituel de fin d'épisode, mais tu as Mhm. déjà participé à ce rituel de fin d'épisode où les Tout à fait. questions sont orientées vers les ressources humaines, le Ah, management. Et ça tombe bien parce que justement, comme tu clôtures un chapitre de ta carrière sur le traiteur, tu clôtures aussi un chapitre de ta vie professionnelle sur une grosse période de management clairement. et de direction même, de personnel, de DRH, parce Oui, tout à qu'on prend fait. toutes les casquettes quand on est indépendant. Certes, oui. Ce serait quoi ton bilan? Qu'est-ce que tu as appris sur ces nombreuses années d'expérience par rapport à la gestion de l'humain? Quelles sont peut-être 3 erreurs à ne jamais faire et 3 bonnes choses à faire? Alors, des erreurs à ne jamais faire. Je pense qu'il faut faire des erreurs, mais il faut apprendre de ces erreurs. Je dirais, on reste humain, donc on va parfois essayer des choses qui vont fonctionner avec certains, puis pas du tout avec d'autres. L'erreur principale, mais c'est, je dirais, quand on est un petit peu humain, justement, c'est difficile de ne pas le faire. C'est lorsqu'on fait confiance aux gens, on est parfois déçu. Et le retour n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Où est-ce qu'on t'est? Très clairement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que j'ai aidés et puis finalement ils ont bâclé leur travail parce qu'ils étaient dans un fauteuil et en roue libre et donc ils se sont dit ok c'est bon c'est acquis, plus besoin de faire d'efforts et donc c'est vrai que la qualité de leur travail a fortement baissé et donc c'est des gens dont j'ai dû me séparer parce que je dis écoutez les gars, je vous aide volontiers, Mais tu n'es pas un CPS, quoi. mais voilà. Pour beaucoup, je dis c'était ma comptable qui faisait leur déclaration d'impôt pour qu'ils aient pas à se tracasser avec ça, pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions pour faire leur travail, etc., etc. Et puis c'est vrai qu'à un moment, ils disent c'est de l'acquis, c'est normal. Ça fait partie du truc parce qu'on est bon, et alors donc on peut se permettre de lever le pied, mais quand on lève le pied, on devient moins bon. Et donc là, je leur ai dit, écoutez les gars, faut descendre sur terre, quoi. Vous avez un coût, ça coûte extrêmement cher. C'est vrai que quand, pour l'anecdote, quand j'ai licencié les deux derniers engagés que j'avais, pour qu'ils puissent aller au chômage, ça m'a coûté plus de 13 000 euros. Pour qu'ils aient droit au chômage, moi comme indépendant, j'ai juste droit à rien, on est bien d'accord, hein. Donc voilà, c'est... Ça laisse un petit goût d'amertume, ça, du ça, coup, mais forcément. c'est-à-dire ça laisse un goût, pas d'amertume, mais je dirais de disproportion. On va se dire, tiens, c'est quand même bizarre, c'est finalement ceux qui bossent le plus qui sont parfois les moins considérés. Je veux dire, à partir du moment où on est patron, forcément, on est très riche et je veux dire, on exploite les gens. Ben non, c'est souvent, on est le dernier à se payer quand il reste quelque chose, des choses comme ça. Donc ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Donc ça, c'est au niveau des équipes, c'est les côtés négatifs que je retiendrai. Après, ça, je sais très bien que c'est une chose qui va me manquer. C'est justement ces ambiances qu'on avait, je Ah, pense, il faut rire, hein. Moi les qui fous, fais une les chute fous dans la rires, mare. les discussions. Tu vois, j'ai été manger récemment avec Ludovic qui était maître Ouais, d'hôtel ouais. et puis Ouais. Youssef qui était responsable logistique et des offices. Et c'est vrai que ça faisait 2 mois qu'on s'était pas vu, ça nous manquait. Ah ouais, moi, il me manque, hein. Je fais un petit coucou s'ils nous entendent. Il faut certainement nous entendre. Mais c'est vrai que c'est tout ce côté-là, en fait, c'est tout le côté relationnel où finalement, on faisait presque la fête tous ensemble. Et c'est Ouais, vrai c'est qu'on ça. on travaillait, je dis, c'était sérieux, c'était cadré, mais une fois que le cadre était respecté, on pouvait se permettre certains, on va dire, débordements humoristiques et autres, et donc où tout le monde en faisait les frais, moi y compris, hein. Donc c'était... Donc les 3 négatifs, c'est la difficulté de pouvoir faire confiance à quelqu'un, la déception de voir l'efficacité et baissé, en l'inconscience fait. des gens à Ouais, qui ouais, t'as donné des responsabilités baissées. tout à Et fait. puis finalement, une espèce d'injustice au niveau plus global, on va dire, de l'administration et de l'État et des choses comme ça, Oui, entre les droits des uns et des autres mais je par rapport aux pense... efforts fournis. Je résume bien? Oui, tout à fait, il y a ça. Je dirais, c'est dû en fait à la mentalité qu'on a en Belgique francophone, qui est plutôt une mentalité d'assistanat de manière générale. Je dis, c'est pour ça que enfin, voilà, certains partis de gauche passent beaucoup mieux que d'autres, alors qu'en Flandre, et je suis beaucoup plus en phase avec cette manière de travailler là, ça fonctionne sur la méritocratie. Donc, si on apporte quelque chose à la communauté, on a un retour. Alors qu'en Wallonie, c'est juste normal. Puis c'est les malheureux salariés ou autres qui sont toujours les victimes. Quoi qu'il se passe, je vais donner l'exemple de Mark Cook. Il est adulé en Flandre, il est méprisé
méprisé en Wallonie, alors que ce type investit des milliards à Durbuy, enfin des milliards, je sais pas, mais en tout cas beaucoup d'argent. Il donne du travail, il dynamise une activité, ce qu'il a fait en Anderlecht, etc. Juste bravo, il fallait oser, il aurait pu. Mais la presse va le salir. Mais la presse francophone va le salir alors qu'il est adulé en Flandre. Et je trouve à juste titre, parce que c'est quelqu'un qui a pris des risques, qui a travaillé énormément. Alors on dit oui, mais il a gagné beaucoup d'argent. Oui, mais les risques qu'il a pris, est-ce qu'il a travaillé, est-ce qu'il a assumé comme responsabilité? Je veux dire, avant de critiquer, soyez capable peut-être de faire le quart du dixième de ce qu'il a fait, avant de commencer à pouvoir émettre un avis négatif sur la manière dont il l'a réalisé. Alors on revient vers le positif. C'est un podcast avec du positivisme et de l'enthousiasme. Très clairement. Alors on a l'ambiance et la bonne humeur, ça tu l'as dit. Très clairement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Mais moment chouette? tous les contacts qu'on a avec les gens, tous les contacts, je dis quand Avec les clients aussi, quoi. avec les clients, je veux dire, enfin tous les partenaires en fait d'un événement, parce que comme tu sais, je veux dire en général, il y a quelqu'un qui s'occupe du chapiteau, de la tente ou de la salle, et puis il y a le DJ, les gens qui s'occupent de la lumière, il y a ceux qui font la logistique, le nettoyage, les livraisons. Je pense à CDS qui nous livrait du matériel toujours à temps et à heure et impeccable. Enfin, ça fait c'est Des partenaires des aussi. partenaires, je D'accord. dirais, enfin qui sont devenus des amis aussi. Je veux dire sur le long terme. Et le monde est petit dans ce secteur, c'est incroyable. Mais oui, je dirais, c'est tout se recoupe en fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je retiens, que je garderai toujours. C'est cette ambiance, cette émulation positive que j'ai retrouvée notamment à Tomorrowland, qui était tout le monde était très investi là-dedans, où ce qu'on veut, c'est la réussite de l'événement, que ce soit photographique, traiteur ou autre. Ce qu'on veut, c'est que ça marche et qu'au final, on ait fait un truc qui soit waouh. Et en fait, pour conclure là-dessus, c'est vraiment de rechercher le wow. Et c'est quand on atteint ce wow, ça donne une décharge d'endorphine et de dopamine qui est phénoménale. Je me faisais souvent la réflexion après les gros événements. On était dans les camions en train de rentrer, on savait que ça s'était bien passé, que c'était super. On éprouve une certaine plénitude en fait. On est sur un nuage et c'est vrai que il y a que des choses intenses qui peuvent procurer ce genre de sensation. C'est sûr que si on a un travail très régulier avec un horaire 8-5 et des tâches répétitives, on n'éprouvera jamais ça. Mais pour éprouver ce genre de sensation, il faut pouvoir se mettre en danger. Et faire des sacrifices. Pas forcément des sacrifices, Il mais faut travailler les week-ends, il faut travailler les soirs, il faut travailler les matins. oui, si c'est... Pour les gens classiques qui font du 8-17, c'est des sacrifices. Oui, ok, moi je vois pas ça comme ça. Non, Je non, dirais, bien sûr, mais bon. c'est vrai que j'aime les choses décalées et faire les choses comme tout le monde. Ça n'a jamais été mon C'est pas truc. toi, quoi. Non, Ouais, clairement. je préfère faire les choses à l'envers, travailler la nuit, les week-ends. On est un peu plus long sur le temps, donc Oui. je vais pas trop déborder. Je vais pas poser 3 questions pour le thème RH. Je vais juste encore t'en poser une. C'est un sujet très à la mode et donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. On a fait pas mal de podcasts récemment sur ce sujet-là. Ah, C'est les fameux burn-out en explosion. Tout le monde a des burn-out en entreprise. Les indépendants finissent même par avoir des burn-out eux-mêmes. On n'entend plus ce mot on en l'entend partout. permanence. Ouais, bien sûr. J'ai pas envie de dire en permanence. Il n'y a plus une boîte, il n'y a pas un burn-out. C'est clair. Ou c'est- un employé qui dit pas j'ai fait un burn-out. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec Mais ta vision de c'est- patron et ton recul? C'est plus stylé que la dépression, mais je dirais finalement, c'est jamais qu'une dépression poussée à l'extrême. C'est vrai qu'il y a différents grades là-dedans. Moi, j'en ai fait, très clairement. En fait, je m'en suis rendu compte parce qu'en discutant justement avec un client qui était en arrêt maladie, en fait, à son travail, il était salarié. J'ai discuté avec lui, puis il m'expliquait un petit peu les symptômes qu'il avait. Je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, c'est ce que j'ai, mais en très light. La différence, c'est que lui pouvait se mettre en arrêt maladie, moi, comme employeur, je pouvais pas. Et donc, j'étais obligé de continuer. Et c'est vrai que j'étais assez loin là-dedans, mais je dirais, le problème, c'est qu'effectivement, on devient aigri, on devient plus agressif, on supporte de moins en moins les choses, on a du mal à prendre du recul, à prendre des bonnes décisions. Et donc, il faut vraiment... Se ressaisir, Il faut se rapidement, ressaisir, ouais. se remettre une grosse claque. Il faut se mettre une grosse claque et puis avoir la capacité, effectivement, de se remettre en question, ce qui n'est pas toujours évident. T'as déjà vécu un burn-out dans tes employés? Non, parce que je prenais sur moi pour les mettre, justement, bien. Et justement, pour faire le firewall, en fait, entre les clients parfois difficiles ou les exigences qui n'étaient pas toujours cohérentes, Et le gars qui en pouvait plus, quoi. et puis le gars qui en pouvait plus, qui était soit en cuisine, soit en salle ou des choses comme ça. Donc je faisais le firewall très clairement entre les deux et je prenais sur moi, en fait. L'idée, d'un point de vue management, c'est que un stress ou un stimuli négatif venant d'au-dessus ne doit jamais transparaître et passer en dessous. Jamais. Je crois que c'est un très très beau message de fin qui est très pertinent pour nos RH et nos DRH qui nous écoutent et surtout même pour les managers qui nous écoutent. Très clairement. Merci Neil pour ce partage riche en passion, en émotions aussi, j'en ai eu plein. Avec Ça ne plaisir. se voit pas au micro, mais ça me fait plaisir de voir des cas de patrons qui m'ont marqué le plus dans ma carrière Horeca. Et je l'avais déjà dit dans le premier podcast. Donc merci pour cette confiance. Et Avec moi, c'est plaisir. toujours un honneur de te recevoir. Et puis j'espère que ton futur job, ta future carrière va éclater en succès. Ben écoute, c'est tout le mal que je me souhaite, effectivement. Ça marche. À bientôt. À bientôt, bye.